Alors bonjour à tous, j'en profite pour accueillir donc, les personnes qui sont à distance, puisque c'est un peu nouveau pour nous de faire ce format hybride, donc bienvenue à tous qui êtes ici présents dans nos bureaux à Paris et à ceux qui sont à distance sur le webinaire live qui est mis en place par notre partenaire Je bosse en grande distribution. Donc merci Jonathan d'avoir mis en place toute cette organisation. C'est effectivement parfois un petit peu difficile pour nous de réussir à toucher tout le monde, compte tenu du fait que nos clients sont vraiment partout en France et souvent plutôt loin des villes en réalité, puisqu'on touche beaucoup de clients qui, vous le savez, sont plutôt dans des entrepôts logistiques. Donc c'est un bonheur de pouvoir également les toucher grâce au live. Donc merci à tous d'être là. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir des visages connus. C'est assez rare finalement qu'on fasse ce type d'événement chez Ethio. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici. On va essayer d'être aussi efficace que possible aujourd'hui pour pouvoir passer aussi rapidement au cocktail et au moment de networking qui va suivre pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Mais je suis sûr qu'on a plein de choses aussi très intéressantes à dire dans le cadre de cette table ronde. On va faire ça de la façon qui suit, donc avec une petite introduction d'abord par Noël et Jonathan sur quelques grands chiffres liés à ce thème de la grande distribution alimentaire. Et ensuite, je prendrai le relais avec nos 4 intervenants que je présenterai tout à l'heure sur une table ronde sur les enjeux, les tendances, les business models qui vont suivre sur ces prochaines années dans le monde de la grande distribution alimentaire. Et je me permets juste de prendre une petite minute avant de commencer pour une très rapide présentation d'Ethio qui nous accueille donc aujourd'hui. Alors, on est dans un coworking ici, mais on a donc tout le premier étage autour de vous, une centaine de collaborateurs chez Ethio. C'est un cabinet de conseil qui initialement a été créé sur des thématiques plutôt en lien avec le monde de l'immobilier. Et autour de ces thématiques en lien avec l'immobilier, notamment parce qu'on traitait d'immobilier logistique, nous sommes ouverts à la supply chain et à des thématiques notamment liées à l'intralogistique, c'est-à-dire l'optimisation du fonctionnement des entrepôts. Et à partir de cette optimisation du fonctionnement des entrepôts, nous sommes ouverts également avec nos clients à des sujets davantage stratégiques comme des schémas directeurs par exemple ou des plans stratégiques pour différentes entreprises et notamment des entreprises de grande distribution. Et nous avons également une troisième branche qui est représentée aujourd'hui également, une branche dédiée aux problématiques de développement durable, qui évidemment, compte tenu de l'actualité des enjeux importants auxquels nos clients font face, connaît une croissance importante. Et donc la valeur d'Ethio vient de ces 3 métiers qui travaillent très bien ensemble. Et pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de faire cette table ronde sur le sujet de la distribution alimentaire ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons de nombreux clients, de nombreux partenaires dans cet environnement. Et c'est un environnement qui vraiment mobilise nos 3 compétences. Des sujets immobiliers qui sont très forts, avec l'impact de la loi zéro artificialisation nette, par exemple, qui se font sentir pour nos clients de la grande distribution. Des sujets de supply chain, évidemment, très importants, des problématiques d'automatisation d'entrepôts, des problématiques liées à l'optimisation des flux, du transport, et puis des problématiques de développement durable, notamment avec l'arrivée de réglementations européennes, françaises, qui sont potentiellement assez contraignantes pour ces acteurs et qui nécessitent de se poser de nouvelles questions. Donc voilà quelques mots sur Ethio. Je vous l'ai dit, une centaine de collaborateurs, une création en 2012, donc une boîte encore assez jeune, et une ouverture constante de nouveaux bureaux pour quadriller le territoire français. Donc on pourra évidemment vous en dire plus si ça vous intéresse à l'issue de cette table ronde. Et j'en profite donc pour laisser la parole à Jonathan et à Noël sur cette introduction et ces éléments de Market Insight liés à ce sujet de la distribution alimentaire. Merci à vous. Merci Étienne. Noël, on a la lourde tâche de résumer l'actualité retail en 5 grands chiffres. Donc je t'invite à t'installer. Merci. Premier chiffre, on a 15 minutes top chrono. Premier chiffre important. Ah, ça marche ? Oui, ça marche. Premier chiffre qu'on a arrondi, 54%, c'est les parts de marché cumulées des 3 enseignes indépendantes, Leclerc, Intermarché, Système U. Que peut-on apprendre, comprendre de cette part assez importante aujourd'hui ? Alors, d'abord, c'est un chiffre Kantar, c'est les données Kantar, le panéliste. Alors, 54%, ça veut dire déjà qu'aujourd'hui, les 3 indépendants, Leclerc, Intermarché et U, dominent le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir en arrière, de voir sur le long terme comment ça se passe. Tout le monde m'entend bien d'ailleurs, c'est bon ? Bon. Donc en fait, grâce à Kantar, justement, Frédéric Valette est là, je le remercie, j'ai pu reconstituer l'historique. Et donc j'ai pris une année symbolique, l'année 2000, où les indépendants, ça faisait 36,6% de part de marché. Donc vous voyez qu'en l'espace de 24 ans, les indépendants ont gagné plus 17,5 points de part de marché. Alors, ça veut dire que sur cette période-là, ça fait une moyenne de 0,7 points de part de marché par an. Donc, vous voyez l'intérêt de voir les choses sur le long terme, c'est que 0,7 points de part de marché par an, ça ne paraît pas beaucoup,
mais sur 24 ans et bientôt 25, ça finit par faire ça. Alors du coup, la question, c'est pourquoi les indépendants ont progressé et pourquoi les intégrés ont régressé. Donc bon, là, je ne vais pas vous apprendre des choses extraordinaires, je vais vous dire quelque chose d'évident. Les indépendants ont progressé parce qu'ils ont su capitaliser sur leurs forces et ils ont fait les bons choix. Et les intégrés, ils ont replié parce que il y a des faiblesses qui sont apparues et ils n'ont pas toujours fait les bons choix. Alors très rapidement pour les indépendants, alors évidemment, comme on a un quart d'heure, Jonathan l'a rappelé, je vais forcément aller à l'essentiel et simplifier un peu le discours. Mais il y a quand même quelques points qui me paraissent vraiment importants. Le premier, c'est le positionnement prix, c'est-à-dire les indépendants et Leclerc en tête, parce que c'est lui qui a introduit le discount en France en 1949. Depuis toujours, les indépendants sont compétitifs en prix. Et Leclerc, c'est même son ADN, un centre Leclerc, encore aujourd'hui, il doit être le moins cher de sa zone de chalandise. Et précisément, il doit être au moins 4% moins cher que le concurrent le mieux placé. Donc, ils ont toujours été constants sur le prix, particulièrement Leclerc, mais aussi Intermarché qui est le petit frère. Vous savez qu'il est né d'une scission avec Leclerc en 69 et U qui est l'autre indépendant. Donc premièrement, l'accessibilité prix et la constance de cette politique. Deuxièmement, il y a aussi le fait que les indépendants, par définition, ils sont propriétaires de leur magasin. Donc, ils consacrent un tiers de leur temps à leur magasin, un tiers à la région et un tiers au national. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même au contact déjà de leurs clients, de leurs collaborateurs, et ils ont une culture du commerce, une culture du terroir qui est très importante et qui permet finalement de coller aux attentes. Le troisième point, peut-être aussi, c'est dans la continuité de ce second, c'est le rôle central du magasin. C'est-à-dire quand vous êtes propriétaire de votre magasin, non seulement c'est votre outil de travail, mais c'est votre patrimoine. Donc vous avez intérêt à l'entretenir et à maintenir sa compétitivité. Ce qui malheureusement n'a pas été fait par certaines enseignes intégrées, notamment Casino. Les magasins Casino, pour ceux qui les ont visités, la plupart n'avaient pas été rénovés depuis plus de 10 ans. Et donc, ça devient des épaves. Et puis, il y a un quatrième point qui me paraît très important chez les indépendants, c'est justement la force des indépendants. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais résumer. En gros, déjà, c'est leur entreprise, donc ils sont motivés pour la développer. Ensuite, ils sont quand même dans un groupement, donc ils vont partager les bonnes pratiques, ils vont s'entraider. Il y a de l'intelligence collective et les bonnes idées circulent très vite. Je pense que Thomas, tout à l'heure, va en parler avec les drives. Et donc ça, c'est les 4 points qui me paraissent fondamentaux. Après, pour ce qui concerne les intégrés, alors il y a une chose dont il y a beaucoup de jeunes dans la salle et c'est super, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que les intégrés ont gaspillé beaucoup d'argent dans les années 80-90 à l'international. C'est-à-dire, à l'époque, ils ont racheté des enseignes dans plein de pays, et quand vous faites le bilan aujourd'hui, que vous regardez les pays d'implantation des intégrés, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de déchets. Donc il y a eu beaucoup d'argent consommé, beaucoup de capitaux consommés, et ça, mine de rien, c'est un lourd handicap. Ensuite, évidemment, ces enseignes, ces groupes, pour se développer, ils sont entrés en bourse, ils ont levé de la dette, etc. Et bref, ils se sont financiarisés. Et le fait de se financiariser, finalement, c'est à certains moments, ils oublient un petit peu leurs clients. Leur attention est plus portée sur les marchés ou sur les ratios financiers que sur les clients. Et ça les a handicapés. Je ne refais pas l'allusion à Casino, mais on pourrait le dire d'autres également. Et puis l'autre point qui est très important et qu'on ne voit pas uniquement dans la grande distribution, qu'on voit dans tous les secteurs, c'est quand une entreprise devient très grande. Il y a des entreprises de la grande distribution. À une époque, Casino, c'était 200 000 personnes dans le monde. Carrefour, c'est 200 000 personnes dans le monde. Et donc, si vous voulez, c'est pareil pour BNP Paribas, 200 000 personnes dans le monde, etc. Quand vous avez des empires de cette taille, si vous voulez, les dirigeants, ils sont tentés, pour pas que ça parte dans tous les sens, de mettre des points de contrôle un peu partout, de renforcer les fonctions centrales. Et donc, il y a une forme de bureaucratisation qui s'installe. Et du coup, c'est un peu compliqué. Alors des gens comme Carrefour, là, depuis quelques années, sont en train de revoir sérieusement leur copie, et d'ailleurs ça apporte de l'agilité. Après, il y a un point aussi qui est moins souvent évoqué, que j'évoque régulièrement dans mes posts, c'est que
en fait, ils ont aussi changé de modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus des groupes de franchisés que des groupes d'intégrés. Parce que ils n'ont plus forcément la propriété des murs dans lesquels ils exploitent leurs fonds de commerce. Ils n'ont plus forcément la propriété des fonds de commerce, puisque maintenant c'est transféré aux franchisés, même s'ils gardent une part minoritaire. Et donc, en fait, pour se rémunérer, il y a les commissions qu'ils demandent à leurs franchisés. Il y a la marge qu'ils prennent sur les prix de cession. Donc le modèle économique a changé et il y a un problème de répartition de la valeur entre la franchise, le groupe, et ces franchisés qui n'ont pas encore totalement résolu. Donc voilà. On va passer au deuxième chiffre. Ça veut dire va plus vite. C'est un chiffre, même un mot finalement, c'est celui de la déconsommation. C'est difficile de ne pas parler de déconsommation aujourd'hui. Ouais. Là, c'est un chiffre du coup de Circana sur la dépense alimentaire cette année, en 2024. Ça inquiète aujourd'hui les enseignes, cette déconsommation. Comment on l'analyse? Ouais. Alors déjà, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais en tout cas, Jonathan a alterné les sources. On a commencé avec Kantar, on a Circana. Pas volontaire. Donc un autre panéliste. Comment on l'explique? Écoute, alors déjà, moins 1,1%, c'est sur les PGC plus FLS, donc les produits de grande consommation et le frais libre-service. Ça veut dire que c'est les produits qu'on a dans nos placards, dans nos frigos, c'est les produits de tous les jours, c'est les produits du quotidien, et j'oserais dire c'est les produits essentiels. Donc le fait, moins 1,1%, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est quand même sur des produits essentiels. D'accord ? Et là, on ne parle pas évidemment de l'ensemble de la consommation qui est beaucoup plus vaste. L'autre point, c'est toujours intéressant de revenir en arrière. Alors là, on ne va pas revenir en arrière de 20 ans, mais si on revient par exemple en 2023, ce chiffre c'était moins 2,2. En 2022, ce chiffre c'était moins 3,1. Et donc, si vous faites le cumul sur 3 ans, eh bien, on a régressé en volume de moins 6,3% par rapport à 2021. Donc, moins 6,3% sur des produits du quotidien, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est une moyenne. Parce que, en fait, souvent, pour résumer la chose, je dis qu'il y a 3 catégories de Français, et d'ailleurs, mathématiques, enfin, pour synthétiser les études. Mais c'est le cas, c'est une simplification, mais très proche de la réalité. Vous avez un tiers des Français qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, qui peuvent acheter du luxe, du premium, du bio, etc. Vous avez un tiers des Français qui s'en sortent, mais il faut quand même faire attention. Et vous avez un tiers des Français qui ont d'énormes difficultés de pouvoir d'achat, de fin de mois. Et sur ce tiers, vous en avez au moins 40 à 45%, les chiffres varient, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Donc ça fait quand même autour de 9 millions de personnes. Et donc, parmi ces gens-là, je donne juste un exemple, un chiffre qui circule beaucoup, on sait par exemple qu'il y a un étudiant sur 3 qui saute des repas faute d'argent. Mais on pourrait parler des petits retraités, on pourrait parler des foyers monoparentaux, etc., etc. Donc, chez ces gens-là, la baisse de consommation, elle est beaucoup plus importante. Elle est quasiment, on n'a pas, il faudrait détailler les chiffres, mais on est à plus de moins 15% sur certains segments. Voyez, donc c'est quand même considérable. Donc ça, c'est ce que j'appelle de la déconsommation subie. Pour l'essentiel, c'est de la déconsommation subie, c'est-à-dire c'est lié au pouvoir d'achat. Cela dit, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas que la déconsommation subie, qui, on l'espère, sera la plus courte possible, même si c'est ça fait des années que ça dure et que ça ne s'améliore pas pour l'instant. Mais il y a aussi une part de déconsommation choisie, c'est-à-dire des gens qui vont consommer moins, qui vont réduire les quantités, parce qu'ils trouvent qu'après 60 ans de société de consommation, finalement, dans certains cas, on consomme un peu trop, donc ils vont décider de réduire leur consommation dans certains domaines. Et donc, alors on le voit surtout en non alimentaire, on va acheter du seconde main, on va acheter des produits qu'on peut réparer, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est un sujet qui va se développer. Et là, j'ai abordé la chose sous l'angle de la consommation. Mais des spécialistes en énergie, en matières premières, ou des Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui connaissent, ils vont vous dire que de toute façon, d'ici 10 ans, on n'aura pas le choix. Parce que baisse de l'énergie disponible, raréfaction des ressources. Il y a certains industriels d'ailleurs qui vous le disent déjà. On n'aura pas la ressource pour fabriquer les semelles des chaussures dans 10 ans.
Donc il va bien falloir inventer autre chose. Donc du coup, la déconsommation subie de demain, ça risque d'être pour des raisons climatiques, etc. Donc voilà. Donc, alors, pourquoi j'insiste sur cette déconsommation subie et choisie, en espérant que la déconsommation subie sera la plus courte possible? C'est parce que derrière, ça change les modèles, les business models. Donc, et ça, aujourd'hui, les entreprises, que ce soit des industriels, des distributeurs, des sociétés de services, elles ne sont pas forcément préparées à ça. Hein, parce que si vous regardez les déclarations, là, on va arriver dans la publication des résultats, les plans stratégiques pour les 3 années suivantes, etc. Que vont vous dire tous les grands chefs d'entreprise? Ils vont vous dire, moi, j'ai annoncé à mes équipes, à mes actionnaires, à mes adhérents, etc., de la croissance. D'accord? Sauf que ça va devenir compliqué. Et donc, du coup, dans un premier temps, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Les plus forts vont continuer de croître parce qu'ils vont prendre de la part de marché sur les autres. Les plus faibles, ça va être un peu compliqué. Et puis, à un moment donné, mais ça c'est un autre sujet, va vraiment falloir se poser des questions sur nos modèles de consommation, de production et de distribution. On passe au 3e chiffre. Je te mets au défi de le faire en 2 minutes. D'accord. Les MDD, les enseignes ne jurent que par ça en ce moment. Thierry Cotillard, Le Martel, Michel Leclerc aussi, Dominique Schelcher aussi chez U. Ouais. Comment expliquer que ça prenne autant de part aujourd'hui dans le chiffre d'affaires des enseignes? Et on sait que c'est un chiffre qui va augmenter. Comment on l'explique aujourd'hui? Oui, alors déjà parce que pourquoi les choses augmentent, c'est parce que les consommateurs en veulent. Hein. Et donc aujourd'hui, alors là aussi, c'est toujours intéressant de prendre un peu de hauteur. Tiens, du coup ça c'est un chiffre Nielsen IQ. Donc on aura le hat-trick des panélistes. Donc il faut voir que, par exemple, au niveau mondial, c'est 22%. D'accord? Mais c'était 15% il y a 9 ans, je crois. Donc en fait, ça augmente partout. En Europe, nous, on est à un niveau moyen, en fait, mais on est quand même relativement en dessous de voisins proches et qui nous ressemblent. Donc, par exemple, la Suisse, ils sont à 52%. Le UK, je regarde mes petites notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises, c'est 47%. L'Espagne, 45%. Le Portugal, 43%. Donc, on voit qu'il y a une marge de progression. Et pourquoi il y a une marge de progression, pour répondre à ta question, Jonathan? C'est que, déjà, en fait, les marques distributeurs, elles sont vraiment développées depuis une trentaine d'années. Hein. Et donc, les gens, s'ils sont habitués, ils se sont rendus compte. Aujourd'hui, il y a Havas Commerce qui a fait une grosse étude sur 11 pays dans le monde il y a quelques mois, il y a 3 mois. Et aujourd'hui, plus de 80% des gens déclarent que finalement, les marques de distributeurs, elles sont de si bonne qualité, elles sont de qualité équivalente par rapport aux marques. Donc aujourd'hui, ce qui était considéré il y a 20 ans comme des sous-produits, aujourd'hui, c'est considéré comme des produits de très bonne qualité. Et en plus, dans les périodes de crise, comme on a eu en 2022 et 2023 avec l'inflation, plus 22% sur 3 ans, eh bien, forcément, les gens se reportent sur les marques distributeurs et pour certains sur les premiers prix. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, maintenant, ça va un petit peu mieux. Alors, les prix n'ont pas baissé, mais on est dans une inflation qui est à plus 1 et quelques. La part de marché des marques distributeurs ne régresse pas. Donc, ça va continuer, évidemment, de progresser. Alors après, est-ce que j'ai 1 minute ou pas? 1 minute. Après, c'est comme toujours. Tout à l'heure, j'ai parlé des indépendants, des intégrés. Le match n'est jamais fini. Demain, on peut très bien avoir des intégrés qui vont avoir on peut gagner, perdre de la part de marché à tout moment. Pour les marques distributeurs, c'est pareil. Les marques, elles ont quand même encore leur mot à dire, mais à elles de donner des raisons de continuer d'exister et d'être demandées par les consommateurs. Et quant aux marques distributeurs, elles aussi, elles ont un job à faire parce que même si aujourd'hui, il n'y a plus de problème de qualité, etc., et que les distributeurs les mettent en avant, etc., aujourd'hui, on peut aller plus loin encore parce que, par exemple, une marque distributeur, c'est rare quand on change d'enseigne à cause de la marque distributeur. Donc, les enseignes peuvent utiliser la marque distributeur, qu'il soit une marque propre ou une marque d'enseigne, comme un levier de différenciation. Puis d'autre part, quand on va dans les rayons, il y en a dans tous les sens, entre les marques premium, moyen de gamme, etc. Et donc, parfois, on est un peu paumé. Donc, il y a quand même un travail d'amélioration du mix marketing et de l'offre produit qui permettrait d'aller plus loin.
Quatrième chiffre que je trouvais intéressant d'évoquer, dans un monde Ah où oui. le non-alimentaire ne va pas forcément très bien, il y a un OVNI, Action, qui fait une croissance sur 2023 par rapport à 2022 de 28%. On ne se rend pas compte du chiffre, mais je trouve ça assez impressionnant. Comment on l'explique? Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est un bond important entre 2023 et 2022. Dans un monde de déconsommation. Oui, tout à fait. Mais cela dit, moi, ce qui m'épate surtout, c'est qu'en fait, c'est une enseigne qui s'est introduite en décembre 2012 en France. Et donc aujourd'hui, on est 12 ans plus tard, et ils font 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Alors, ils sont très discrets sur leur chiffre, mais le DG France m'a confirmé ce chiffre, 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est considérable en 12 ans, avec 800 magasins. Et à mon avis, ils ont un potentiel pour aller jusqu'à 1000 magasins. Et pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, là encore, ça répond aux besoins des consommateurs. C'est-à-dire que quand on va chez Action, bon, je pense que tout le monde connaît Action aujourd'hui, vous connaissez, alors c'est principalement du non-alimentaire, même s'il y a de l'alimentaire, et vous pouvez autant acheter des produits essentiels, donc que vous allez utiliser tous les jours, de l'hygiène beauté, de l'entretien pour la maison, etc., et des produits plaisir à prix très bas. Et donc, non seulement vous allez acheter votre lessive beaucoup moins chère, alors évidemment, ce n'est pas une marque, c'est la marque propre, mais vous avez des gamins, vous allez chez Action, vous allez même si vous avez 4 enfants, vous allez pouvoir leur offrir à chacun un jouet à 1 euro, 2 euros, ou une petite peluche sympa à 7 ou 8 euros. Et donc les gens, ils vont à la fois, parce que ça leur permet de baisser, d'avoir des produits qu'ils ne pourraient pas acheter autrement, et aussi, ils se font plaisir. Et puis, il n'y a pas que les pauvres, entre guillemets, qui vont chez Action. Il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat, ils vont aussi chez Action parce qu'il y a des bons produits. Ils ont certaines marques distributeurs qui, pour le coup, sont bien travaillées. Et puis, quand on peut acheter moins cher, pourquoi acheter plus cher, même si on a l'argent? Donc, c'est pour ça qu'il marche très bien. Alors après, il y a quand même un bémol, parce qu'il y a toujours un bémol, c'est que c'est des produits qui viennent de très loin. Le bilan carbone, je ne suis pas sûr qu'il soit excellent. Et donc, dans 10 ans, il va falloir voir où ils en sont. Mais sinon, par rapport à la question que tu m'as posée, qu'est-ce qui empêchait entre nous une enseigne de grands hypermarchés, comme Auchan par exemple, de faire ça en 2012? Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que il y a une trentaine d'années, un grand hypermarché, il avait 30 à 35% de son chiffre d'affaires en non alimentaire. Aujourd'hui, c'est autour de 15%. Et ces marchés non alimentaires, ils sont plus margés que les marchés grande conso. Donc du coup, non seulement ils perdent des volumes et des raisons de déplacer les clients dans leurs hypermarchés, mais en plus, ils perdent de la marge en masse, en volume. Enfin, à la fois en marge unitaire sur les produits et en marge globale. On passe au dernier chiffre. Ouais. On fera en 30 secondes pour faire la transition avec la table ronde avec Étienne. Ah bah alors là, c'est vraiment 30 secondes parce que je pense que Thomas Pocher va en parler beaucoup mieux que moi, Marianne aussi pour Carrefour. Alors, chiffre de 2023, on n'a pas les chiffres encore. Oui, alors je dis juste une chose là-dessus, en 30 secondes, c'est 9% de e-commerce, bon à 90% c'est du Drive, et à 46% c'est du Leclerc. Voilà, j'ai dit. On laisse la parole à nos invités. Étienne, merci à vous. Merci. Challenge défi réussi. Merci beaucoup.